Merci de nous retrouver pour la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace avec nos invités en plateau. Ce matin, nous interrogeons la place du Cameroun dans le concert des nations, notamment dans les relations bilatérales. Le cas des relations bilatérales entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, pays dans lequel les Camerounais ont été quand même traités de manière peu orthodoxe ces derniers temps. Des témoignages qui ne sont parvenus de ce côté, même si c'était pour une affaire de vérification de l'identité des uns et des autres et de leurs papiers administratifs. Beaucoup ont été rapatriés, mais on a vu des vidéos, certains ont souvent été traités de manière un peu barbare. La réaction du Cameroun en pareille situation qui reste souvent de marbre et qui interpelle de nombreux Camerounais. Pour en parler ce matin, César Honoré Ngoma est avec nous en plateau. Bonjour César. Bonjour Sylvestre, bonjour aux nombreux téléauditeurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour à nos nombreux militants de par le monde entier qui viennent de vivre, de subir une mue politique dans notre chapelle politique. Et un bonjour particulier à toute cette jeunesse qui aspire aux ambitions politiques. Nous les souhaitons la bienvenue et un bon encadrement qui puisse faire le bon choix, qui n'est autre que le RDPC. Vous êtes un communicant du mouvement pour du rassemblement, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. César Honoré Ngoma, merci à vous d'être là ce matin. Frédéric Kamdoum, vous êtes communicant de l'AFP. Bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Sylvestre. Je salue également toutes les populations de Douala, les auditeurs de Radio Audace ainsi que les téléspectateurs. Je dis bonjour également à mes camarades, les camarades de l'AFP dont je suis un militant et un président de comité. Cette lancée, je vais donc saluer une fois de plus, comme j'ai pour habitude, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En venant en nos studios, vous êtes passé de quel côté de Bonapriso? Bon, disons que je sais où vous voulez en venir. Je suis passé vers la Chaumière. La Chaumière, qui est l'un de vos lieux de rassemblement. Oui, c'est d'ailleurs notre siège. C'est votre siège de Douala où apparemment on nous a bloqué parce qu'il y a le président du MRC qui est là pour sa dédicace, la dédicace de ses livres. Et donc, je ne sais pas si... Alors, mais vous, le Camerounais que vous êtes, parce que nous avons fait des recoupages, effectivement, c'est à cause de la dédicace de l'ouvrage, des ouvrages du professeur Maurice Kamto prévu cet après-midi. C'est lui-même qui doit procéder à la dédicace de ces ouvrages. À 16h à la Chaumière de Bonapriso. C'est à cause de cela qu'il y a une forte présence policière depuis les premières heures de cette matinée, qui quadrille non seulement la Chaumière de Bonapriso, mais plusieurs autres rues du quartier Bonapriso où les uns et les autres, certains sont appelés à présenter leur pièce nationale d'identité. Pour vous, est-ce que voir tout ça tout le temps, quand il s'agit du MRC, ça vous fait penser à quoi? Bon, il faut savoir que nous savons déjà depuis longtemps que les responsables de ce pouvoir, et en particulier du RDPC, se méfient de ce président du parti politique et de ses militants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne la police, nous ne pouvons pas être surqués, nous ne pouvons pas crier en détresse parce que vous savez, quand vous êtes dans la ville de Yaoundé, quand le président Paul Biya veut sortir, on bloque toute la ville. Pourquoi pour ces choses du président Maurice Kamto pour une dédicace? Bon, moi, je n'ai pas trop de choses à commenter par rapport à là-dessus. César Honoré Ngoma, vous êtes, on imagine bien, vous aussi passé par là. Ça a été facile pour vous de... Mais Sylvestre, nous sommes dans un pays qui est gouverné par des canaux que nous connaissons tous. Et nous avons une certaine classe de politiciens qui ont décidé d'exister par la défiance des autorités en place. Et ces différents acteurs, ce qu'ils omettent quelquefois, c'est que s'ils étaient à la place du pouvoir actuel, ils travailleraient avec les mêmes autorités qui sont là actuellement. Mais ils ne veulent pas respecter ce qui est mis en place. Je ne sais pas où ils arriveront avec toute leur police, toute leur armée, toute leur gendarmerie, tous leurs sous-préfets, préfets, gouverneurs. Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, le Cameroun n'est pas dans la rue. Et pour parler de cette action, vous allez bien observer ce qui s'est passé hier. Au siège du parti, au siège régional du parti. Un regroupement des personnes dont nous savons d'où ils venaient,
avec des badauds et ainsi de suite. La voie publique barrée parfois. La voie publique a été fortement envahie. Imaginez-vous, qui porte la responsabilité? C'est les autorités locales. Vous ne savez pas, peut-être ils ont été tapés sur les doigts, mais il n'était plus question. Et pendant ce meeting, improvisé, forcé, ils n'ont que fait qu'encadrer. Et maintenant, comme lui-même il a lancé le message, rendez-vous demain pour la dédicace, et certainement l'autorité compétente ou le sous-préfet compétent local a été saisi. Est-ce que vous avez reçu une demande d'autorisation? Est-ce que vous avez donné? Non. Bon, les autorités, les forces et maintenant l'ordre se mobilisent donc pour que force revienne à la loi. Avec autant d'énergie, vous avez vu ce dispositif, il est quand même assez impressionnant, hein, ces arômes de lorsque vous êtes un acteur politique et que vous mettez à dos de défier les pouvoirs publics, attendez-vous à cela. Et je pense que c'est aussi une façon pour lui d'exister. Il sait que s'il avait demandé l'autorisation pour la dédication, il aurait eu cette autorisation. Mais parce que bien avant lui, il y a quelques semaines, Cabral, un autre président de parti politique a fait cela aisément. Hein, Cabral Libi, qui a demandé une autorisation, qui a procédé à la dédicace de son droit. Il a demandé une autorisation, et cela lui a été accordé, il a fait sa dédicace. Et même Maurice Kamto l'a fait précédemment à Yaoundé. En toute quiétude. On parle, voilà. En toute quiétude. Voilà, il a fait Yaoundé. Pourquoi il ne le ferait pas à Douala? Non, nous sommes dans un pays qui est régi par des règles, par des lois. Moi, cet spectacle je ne l'admire pas. Mais j'ai dit, lorsqu'on se met à dos les autorités, il faudrait qu'on sache qu'on aura besoin de cette autorité demain, si jamais il arrive. Mais pourquoi depuis environ 3 ans aujourd'hui, c'est beaucoup plus quand il s'agit du MRC? Oui, mais lorsque vous vous mettez du côté d'en face et de défier les autorités, il est aussi important que vous compreniez que tout acte que vous posez est scruté et analysé. Et je pense que si, par exemple, son meeting improvisé hier était allé dans le sens, parce que là, j'ai retenu la bagarre. Si nous imposons la bagarre, nous n'allons pas fuir la bagarre, nous allons bagarrer. C'est ce qu'il a dit hier dans son discours, de manière terre à terre. Lorsqu'un acteur politique vient et improvise déjà un meeting comme celui-là et affronte ouvertement et excite ces militants à pouvoir affronter les autorités, vous pouvez voir ce que ça va donner. Je vous prends 2 exemples. Je pense qu'il est dans une optique de vouloir se racheter. Parce que, voyez-vous, le parti dont vous avez cité tout à l'heure, là, le jeune Cabral, le jeune député, il a l'Assemblée aujourd'hui. Il est en train d'affronter les réalités politiques. Et dans cette posture-là, il a tous les leviers pour comprendre réellement les mécanismes politiciens. Et je suis sûr que c'est un futur politicien en devenir. Il est même déjà. Il ne peut plus... Il ne peut plus... On ne peut pas le lui arracher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et lorsque un de ses militants a été convoqué pour X ou X raisons, vous avez vu la mobilisation qui a été faite. Et ces militants est rentré en toute liberté. Ils l'ont accompagné. Mais nous avons en face un acteur politique qui s'est retrouvé et qui a abandonné plus de 100 de ses militants dans les geôles des prisons. Il n'a jamais rendu visite, il n'a jamais rien fait. Et ça a tollé. Et ceci a suscité une grande démission de beaucoup de cadres de ce parti-là. Et aujourd'hui, il cherche les voies et moyens pour se rattraper, pour se racheter, pour se faire notre bain de foule. Il faut pouvoir lire ça politiquement. Et ça ne peut que passer par les agitations, l'activisme tel qu'on voit là. Ça aurait coûté quoi au président Maurice Kamto de pouvoir demander une autorisation et de pouvoir faire la dédicace comme il l'a fait à Yaoundé. Et vous avez vu, quand il a fait à Yaoundé, il n'y a presque pas eu de monde. Il a fait ça comme quelqu'un lambda. Mais à Douala, il est venu faire un forcing en marchant sur... À Douala, il s'est rendu au siège de son parti. Et les gens l'ont spontanément suivi. Qu'est-ce que vous allez lui faire comme reproche? Les gens l'ont spontanément suivi. On ne refuse pas que les gens le suivent spontanément. On voudrait tout simplement qu'ils répondent aussi d'un acte. Parce que lorsque vous donnez une autorisation, l'autorisation dit bien qu'en cas d'incident, vous répondez en lieu et place. S'il arrive un hécatombe là, s'il arrive un accident, je ne sais pas, une voiture qui dérape, un frein qui lâche et avec les gens pleins dans la rue et qu'on arrive à vivre un hécatombe là, qui va répondre? C'est l'État camerounais.
Il faut que l'État quand même prenne les dispositions. Que, bon, ici, il y aura une telle mobilisation, il faudrait que peut-être qu'on puisse dévier la circulation, qu'on puisse ralentir, qu'on puisse... je ne sais pas, il y a mille et une raisons. Bon, on ne peut donc pas venir nous improviser quelque chose comme ça. On pense qu'il n'y a pas d'autorité dans cette ville. Cette ville, elle est réglementée. Le Cameroun est encore dirigé. Il y a encore un président qui assure la souveraineté, qui est garant de la sécurité des uns et des autres. C'est de ça dont il est question. Maintenant, si quelqu'un choisit donc de vivre par l'activisme, par le sporadisme, où il se lève du matin, ça dit ce qui sort dans sa tête. Et voyez-vous, la lecture qu'il faut faire, c'est que ce monsieur-là veut se racheter parce qu'il reconnaît. Il a abandonné des citoyens camerounais qui ont cru en lui et qui en ont écopé selon la loi. Et il s'est rendu compte que depuis plus d'un an, il ne leur a pas rendu visite. Il n'a même pas envoyé la RDB. Certains d'entre eux... ils sont très bien organisés. En tout cas, ce n'est pas un débat sur le MRC ce matin. Et je dois rappeler à nos auditeurs que ce n'est pas de notre faute sur le MRC, n'est pas sur ce plateau. Je suis en train de développer. Il s'est rendu compte qu'un an après, ce matin, le MRC n'a simplement pas envoyé quelqu'un sur notre plateau ce matin. Qui sont aujourd'hui, qui ont le MRC comme Macabo entre la gorge. Ils en ont marre. Ils se disent que mais ça, c'est quel parti politique où, à cause de lui, on était, comme ils le disent, embâtillés, mais on ne voit aucune autre consolation. Vous avez vu les improvisations qu'il a fait hier. D'accord. En tout cas, il faut pouvoir noter ça dans ce sens-là. Maintenant, pour se racheter. D'accord. Frédéric Kamdo. Pour se racheter dans les bancs de foule, il ne peut qu'agir comme il essaie de faire là. Bon, disons que c'est la solidarité de l'opposition. Je ne vais pas laisser qu'on tire complètement sur le professeur ainsi. Ce que j'aimerais dire, ce que je sais, c'est que j'ai un membre de la famille qui est emprisonné du fait des marches du 22 septembre 2020 du MRC. Et ce qu'on peut dire, c'est que les militants du MRC se battent, ils font le maximum qu'ils peuvent pour que les prisonniers aient le minimum pour manger. Maintenant, ce qui concerne la déclaration, bon, je n'ai pas tellement d'informations là-dessus, mais ce que je sais, c'est qu'au moins la dédicace d'aujourd'hui a été déclarée. Peut-être c'est généralement parce que les dédicaces de Maurice Kamto Douala sont généralement systématiquement refusées. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons vu dernièrement à Yaoundé, lorsque le camarade Denis Emilia Tangana, président du FDC, voulait organiser juste une assise à Yaoundé, les forces ont juste systématiquement refusé cette assise-là, qui était une assise, pas une marche, rien du tout, juste une assise où il se plaçait, s'asseyait à côté de l'Assemblée nationale pour dénoncer un certain nombre de choses. Donc c'est généralement, disons que les populations, comme je veux aussi rejoindre mon copanéliste en disant que c'est vrai, dans ce pays, nous avons l'impression que les forces de l'ordre et les autorités administratives donnent et améliorent même l'image et donnent même le buzz. Disons qu'ils donnent le buzz à ses opposants. Parce que généralement, pour une simple dédicace, vous allez voir toute la police qui est déjà mobilisée. Vous allez dire que c'est la faute de Kamto, mais ce n'est pas de la faute de Kamto, c'est ces policiers-là qui font cet homme politique-là exister. Ne disons pas que c'est la faute d'un homme qui n'a pas déclaré. Non, ce n'est pas ça. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors maintenant, sur la thématique du jour, de votre avis, que vaut le Cameroun aujourd'hui dans le concert des nations en termes de poids diplomatique? Bon, disons que comme la plupart des pays africains, le Cameroun peine à se faire entendre. Parce qu'il faut savoir que du fait de la situation du pays, du fait de la démocratie qui n'est pas du tout respectée, les droits de l'homme bafoués, faut savoir, et les contributions faibles dans différents organes tels que l'OMS et l'UNICEF et autres, le Cameroun peine à se faire entendre. Généralement, ce qui impressionne d'autres pays, c'est généralement le charisme de nos dirigeants, qui parfois, pour la plupart, ont mis des trentaines d'années au pouvoir, et donc c'est généralement ça qui caractérise ce charisme. Mais en parlant du Conseil des Nations, disons que le Cameroun n'est pas aussi le dernier en la matière en ce qui s'agit de la diplomatie. Vous savez, nous savons tous bien que le Cameroun est le poumon en Afrique centrale et de la zone CEMAC. Donc ce qui fait que le Cameroun, pour ma part, a quand même, lorsqu'il s'agit de l'Afrique centrale, a quand même son mot à dire. Mais lorsqu'il s'agit déjà du Conseil des Nations en général,
je ne pense pas que le Cameroun ait sa voix à dire. Le Cameroun, terre d'accueil, mais on n'a pas souvent l'impression que ce même Cameroun se mobilise assez souvent pour voler au secours de ses compatriotes qui sont à l'étranger. On voit très souvent ce qui se passe avec nos voisins équato-guinéens. Bon, disons que c'est comme ça. Le Cameroun brille souvent par cette manière-là, parce que généralement, lorsqu'il y a une situation, vous verrez bien que les compatriotes de d'autres pays, généralement, ils sont portés au secours par les responsables de leur pays. Mais au Cameroun, nous voyons que généralement, comme c'est notre habitude au Cameroun, les responsables, disons les ambassadeurs, vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. Lorsqu'il y a une situation comme ça, l'ambassadeur se contente de faire des communiqués, mais il ne fait rien de concret. Mais qu'est-ce que vous aurez souhaité qu'il fasse? La diplomatie, c'est d'abord par écrit. Non, la diplomatie, moi je ne crois pas que la diplomatie, c'est pas écrit. C'est vrai qu'il y a une active, il y a une qui est passive, il y a une qui est active. Le Cameroun semble avoir choisi depuis des années la diplomatie passive. Hein? Bon, disons que lorsqu'il y a une situation comme ça, la première des choses, c'est d'essayer de rencontrer son homologue. C'est d'essayer de rencontrer son homologue pour en parler. Peut-être l'écrit doit s'adresser à l'homologue. Ça peut être le ministre des Affaires étrangères du pays en question, mais dans aucun cas vous ne faites un communiqué. Vous ne pouvez pas dire nous sommes dans une situation, la première des choses que vous pensez à faire, c'est de faire un communiqué pour rassurer les gens que tout va bien, alors que nous savons bien qu'il y a des personnes qui sont emprisonnées et tout. Et c'est comme ça généralement dans tous les choses. Dans le football, c'est pareil, et dans d'autres domaines. Dans notre domaine de notre quotidien. César Honoré Ngama, le Cameroun, dans le jeu géostratégique de la planète, notamment si on prend seulement les relations bilatérales entre le Cameroun et des pays de la sous-région Afrique centrale, on va forcément parler de comment ça se passe avec la Guinée équatoriale et les autres pays. Sylvestre, lorsque vous m'avez envoyé cette thématique hier, j'ai bien voulu entrer dans les archives pour essayer de fouiller, mais après je me suis abstenu. Et je voudrais souligner d'entrée que je ne suis pas un internationaliste, je suis non plus un diplomate. Je veux donner le point de vue d'un observateur de la scène politique lambda. Je commencerai déjà sur la forme. Sur la forme, lorsque vous regardez la place du Cameroun, comment est-ce qu'on regarde la place du Cameroun? Dans tous les regroupements à caractère international qu'on a souvent eu l'habitude de vivre, vous allez voir la place spécifique qui est accordée au Cameroun. Que ce soit avec les plus grands dirigeants du monde, que ce soit au sein de l'Afrique, que ce soit au sein des grandes puissances. Et il faut pouvoir le noter, il faut pouvoir le souligner que le Cameroun a toujours une place préférentielle, spéciale. Vous allez voir, si c'est dans le cadre international, soit vous allez voir soit le président hôte ou autre, vous allez toujours voir le président camerounais assis soit à côté ou pas loin. C'est-à-dire c'est des symboles. Sur le plan toujours de la forme, vous allez voir que le Cameroun, moi je remarque que le Cameroun, il n'y a presque aucun conflit au monde qui ne reçoit aucun conflit, aucune négociation, aucune discussion au monde ne se fasse sans la prise en compte de la position du Cameroun. Toujours sur le plan de la forme. Lorsque vous allez voir le nombre d'ambassades qui cognent aux portes, qui sont et ceux qui cognent aux portes du Cameroun, ça veut dire que le Cameroun a une place importante dans le Conseil des Nations. Maintenant, dans le fond, c'est ce qu'on ne voit pas. Le fond, je veux tout simplement remarquer que le Cameroun est presque présent partout dans la diplomatie mondiale. Vous allez voir dans les organisations internationales, vous ne pouvez pas occuper un certain nombre de postes, ou peut-être au sein de l'ONU, des organisations de l'OMS et autres, sans avoir le parrainage du Cameroun. Et je note avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'amélioration même. Vous allez voir par exemple pour le cas de la crise anglophone. Pour le cas de la crise anglophone, pour pouvoir peser la diplomatie du Cameroun, si la diplomatie du Cameroun, sa présence, son rayonnement international n'avait pas été aussi efficace, nous n'aurons pas eu par exemple un des leaders, des plus grands leaders de la crise anglophone qui est Ayoub Tabé. Je pense que quand vous arrivez à mettre la main sur un individu comme celui-là, sans effusion de sang, sans qu'il y ait
par la voie de la diplomatie, il faut comprendre, c'est une diplomatie efficace. Elle ne dépend pas seulement du Cameroun et du Nigeria. Elle dépend d'un certain nombre d'accords, d'un certain nombre des principes au niveau international qui donnent quitus à cela. Sur le plan de la forme également, vous allez remarquer que au niveau des forces armées, des forces armées de défense du Cameroun, que ce soit la police, la gendarmerie et l'armée, ils sont représentés dans tous les conflits dans le monde. Là, il y a toujours eu la délégation camerounaise. Nous allons prendre le cas de la Centrafrique, nous allons prendre le cas de tous ces conflits que vous pouvez imaginer. Le Cameroun a toujours été présent. Vous allez également remarquer que la diplomatie camerounaise, j'ai parlé tout à l'heure des nominations au niveau international, des places, des postes. Le Cameroun a toujours été, même si elle ne joue pas les premiers rôles, mais elle a toujours été présente. Donc je me satisfais et je suis content du rayonnement diplomatique du Cameroun. Et vivement que, et vous allez par exemple voir au niveau de la crise anglophone, ça peut tarder, mais nous avons vu il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois de cela, on a eu tout le regroupement de tous ces sponsors, de tous ces financiers qui sont retrouvés au Canada pour pouvoir s'associer et pouvoir, parce que la diplomatie camerounaise est en action pour pouvoir leur dire, ok, on a identifié les différentes sources, comment est-ce que vous faites, mais arrangez-vous à mettre stop. Sinon, nous allons passer aussi à l'offensive. Nous allons passer à l'offensive. Donc, il faut pouvoir louer. La diplomatie camerounaise, elle ne fait pas de bruit. Elle n'est pas là pour taper au vide. Et vous allez même voir que la présence du Cameroun, elle a toujours été souhaitée, car le Cameroun n'est pas présent par son premier chef dans toutes ces organisations. Vous voyez comment le... Mais quand le pourtant, c'est le même Cameroun qui a été sorti du programme AGOA par les États-Unis d'Amérique. Le programme AGOA, là, ça apporte quoi à l'Afrique? Ça apporte quoi au Cameroun? Donnez-nous les bénéfices de ceux qui en font et quels sont les bénéfices. Nous ne devons pas emprunter les mots pour emprunter les mots, Sylvestre. Le Cameroun a une diplomatie sûre. Le Cameroun a une diplomatie efficace. C'est les autres qui copient du Cameroun. Le Cameroun n'est pas là pour copier pour les autres. Le Cameroun n'est pas un suiveur. Le Cameroun est un leader. Et dans le domaine de la diplomatie, en Afrique aujourd'hui, dans la CEMAC, j'ai pu vous dire que le Cameroun a l'un des plus trois leaders les plus consultés dans le monde. Ces trois leaders. Mais quand vous avez un poids qui est respectable, vos citoyens en résidence dans un pays sont traités aussi avec beaucoup d'égards. Il faut déjà mentionner, M. Sylvestre, le Cameroun a l'une des trois personnalités les plus consultées dans le monde. Et je voudrais le répéter, l'une des les trois personnalités les plus consultées dans le monde. Il s'agit de laquelle personnalité? Oui, le président de la République. Quand vous allez compter le pape, vous allez compter la reine d'Angleterre, c'est Paul Biya qui est dans les trois, dans le top 3. C'est-à-dire, quand on décide, quand les décisions du monde... Non, si, il faut le savoir. Il a un très grand plan. Nous aimons le Cameroun, etc. Mais jusque-là, on a du mal à percevoir le poids de notre pays dans le concert des nations. Au premier degré. Le Cameroun a reçu tous les plus grands dirigeants dans le monde. La reine d'Angleterre, elle est au Cameroun, le pape a été au Cameroun, que ce soit les trois derniers présidents ont mis pied au Cameroun. Mais il faut avoir la lecture diplomatique. On ne se lève pas du jour au lendemain pour recevoir, non. Ce n'est pas la présence d'un président des États-Unis qui nous intéresse, ça nous intéresse. Et il y a beaucoup plus aussi peut-être des enjeux géostratégiques. Non, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Comment le Cameroun arrive-t-il, après autant de bombes atomiques qu'on lance au Cameroun, les dévaluations, les crises, les guerres par-ci, par-là, mais le Cameroun est resté debout. Regardez tous ces pays dont on nous a comparé, on a voulu nous comparer à autres. Beaucoup sont tombés, beaucoup ont changé. En ce laps de temps, au moins 5 dirigeants ont changé, mais rien n'a jamais changé. Mais le Cameroun est resté idem. C'est grâce à la diplomatie camerounaise. Elle est silencieuse, mais elle est efficace. Elle est tellement efficace que nous devons en être fiers. Maintenant, les agitations des fils et des filles du Cameroun, au niveau de la diaspora qu'on vit ces derniers temps, je pense que ça participe à une nouvelle ère pour pouvoir upgrade dans ce sens-là. Parce que je pense que je fais de partie de ceux qui pensent que si on arrive à enlever la double nationalité, même si je ne peux pas avoir la maîtrise réelle de la non-double nationalité, de l'acceptation de la non-double nationalité. Je pense qu'il y a bien des raisons endogènes qui nous ont menés là, mais je pense que nous sommes en voie de pouvoir, le Cameroun est en voie de pouvoir
accepter cette double nationalité et pouvoir continuer la marche avec ses enfants sans crainte ni fioriture. Alors Freddy Kamdoum, sur le poids économique dans les relations économiques entre le Cameroun et les autres pays du monde, notamment au niveau du marché commercial, hein, sur le monde entier, on voit d'abord que le pays a une économie essentiellement extravertie, on importe beaucoup plus que nous exportons, et dans ce cas le rapport de force ne peut pas du tout être en faveur du Cameroun très souvent. Lorsque vous êtes un pays qui dépend plus de l'extérieur que de l'intérieur. Bon, vous avez parfaitement raison. Nous savons tous que le Cameroun est un pays essentiellement importateur. Vous avez vu, en 2018, on nous parlait de l'exportation du diamant qui s'élevait à 600 millions pour le Cameroun. Donc, vous savez, quand un pays a cette cartographie-là d'un pays qui importe uniquement, pour les pays exportateurs, disons les pays de l'Europe, ils se satisfont de cela, mais en ce qui nous concerne, nous ne voyons pas le poids économique que ça nous rapporte au Cameroun. Maintenant, si vous me donnez une minute, j'aimerais revenir sur quelques mots de mon copanéliste. En ce qui s'agit de la visite de la reine d'Angleterre et du pape au Cameroun, il faut savoir que la reine d'Angleterre ou les différentes reines d'Angleterre, toutes les reines d'Angleterre ont toujours eu à visiter au moins les pays du Commonwealth. Il n'y a aucun pays membre du Commonwealth qui n'a pas été visité par la reine d'Angleterre. En ce qui concerne le pape, il faut savoir que le Cameroun est un des pays les plus catholiques au monde. Donc ce n'est pas du fait de notre diplomatie extrêmement puissante. J'insiste encore sur les leaders de la crise anglophone. On ne va pas s'arrêter sur Ayoub Tab. Nous savons bien la relation que le Nigeria avait avec le Cameroun en ce qui concerne ces choses-là. Si le Cameroun avait une diplomatie forte, il faut dire que les leaders, ceux qui financent réellement cette crise-là, qui sont du côté de la Norvège, d'autres pays, normalement, ils devaient être rapatriés ici, si on avait réellement une diplomatie forte. Vous avez vu dernièrement, il y avait la rencontre de Toronto, où les différents financeurs de cette histoire, de la crise anglophone, sont réunis. Et je peux vous rappeler qu'ils avaient une autorisation de réunion. Donc c'est pour dire que ces pays-là, jamais, ils ne se soucient pas trop de nous. En ce qui concerne, et j'insiste encore, lorsque nous avons un pays dans lequel on ne respecte pas la démocratie, on ne respecte pas les droits de l'homme sont carrément bafoués. La crise anglophone, c'est près de 4000 morts en 5 ans. Il faut savoir que ce pays-là ne peut pas avoir le respect des autres. Et j'aimerais finir en disant, vous savez, lorsqu'on a un pays puissant, on part au moins aux États-Unis en visite officielle, au moins chaque 5 ans. Si en 5 ans, le président Paul Biya n'a pas été invité ni par le président Donald Trump, ni par le président Joe Biden qui est en début de mandat, il faut savoir que c'est grave. Et j'aimerais donc chuter sur cette question avec ce que l'un de nos compatriotes, Achille Bembe, qui est un grand ami de la France, qui était l'organisateur du forum France-Afrique des en France, il a dit un pays africain, et on savait tout ce qui taguait le Cameroun, ne peut être fier d'avoir une diplomatie et une force si ce pays-là ne reconnaît pas au moins la double nationalité. Qu'est-ce qui coûte à nos dirigeants, l'Assemblée nationale et par la voix de son président et aussi le président de l'exécutif, le président Paul Biya, de revoir la loi de 1968 sur la double nationalité. Parce qu'il faut savoir que la majeure partie de nos Camerounais qui brillent en Europe, ceux que nous acclamons, les Simo et d'autres, ne sont généralement plus des Camerounais. Et donc nous ne pouvons pas être fiers de dire que nous avons ces personnes-là. Donc, sur cette question-là, je crois que c'est ce que je pouvais dire. César Honoré Nkomo, quand un président de la République, peut-être c'est une question que j'aurais dû poser plutôt à Freddy Kamdoum, quand un président de la République, comme le président camerounais, dit devant un chef d'une nation puissante comme la France, François Hollande notamment, lorsqu'il est en visite à Yaoundé, dit de dur pour pouvoir qui veut, mais qui peut, il se conforte dans l'idée selon laquelle il dirige un pays fort ou que c'est lui qui est fort. Oui, ça c'est ce que on avait retenu et qu'on continue à retenir de cet échange-là. Ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais vous vous souvenez également qu'il allait en France et déclarer qu'il est un mendiant de la paix. Entre ces deux postures, je pense que pour mettre aussi long au pouvoir avec un peuple aussi, un foisonnement de culture, d'ethnie,
il faut vraiment être aimé par les Camerounais, par ce peuple-là. Il faut être adopté par ce peuple-là. Et il faut pouvoir avoir l'assentiment de ces plus de 240 ethnies au Cameroun. Donc, ne dû pas au pouvoir qui veut, et ce n'est pas du fait de votre volonté, mais c'est du fait de l'acceptation de ceux-là qui vous maintiennent au pouvoir, qui sont ces populations-là. Donc, il faut le prendre ça comme ça. Et maintenant, quand vous prenez la deuxième déclaration, qui est la mienne, qui est celle de la position de ce même leader, du président de la République, son excellent Paul Biya, qui se positionne toujours devant la même France. En France, je suis un mendiant de la paix. Et je suis venu déclarer la guerre à Boko Haram. Vous avez vu le geste du président français ce jour-là, qui enlève encore très bien ses lunettes pour bien regarder. Parce que derrière, on connaît le pompier pyromane. Ils viennent et ils activent. Et ils savent qu'ici, ils ont coincé le Cameroun. Et que celui-là qu'on est censé avoir coincé vienne vous dire que je suis venu déclarer la guerre devant celui qui actionne, l'un des actionnaires de cette guerre-là. Je suis venu. Vous avez peut-être les éléments qui vous permettent de le prouver. Nous n'en avons pas. Cette déclaration, elle a tout son sens. Il ne faut pas la prendre au premier degré. Elle a tout son sens. Ne dû pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Qui peut, parce que, d'ailleurs, ce président, vous avez vu qu'il n'a fait qu'un mandat, il n'est plus jamais revenu. Il a été battu. Donc, il faut comprendre que, et entre-temps, le président camerounais, il a été réélu, il a reçu un autre septennat du peuple camerounais à près de 78%. Donc, je pense que c'est un plébiscite que beaucoup d'acteurs politiques ne peuvent pas avoir quand on a une population aussi dynamique, aussi regardant, aussi exigeante comme la nôtre. Donc, il faut pouvoir louer cela. Ce n'est pas par la force qu'on arrive au pouvoir, c'est par la négociation, c'est par la diplomatie, c'est par la séduction, c'est pas un projet de société. Aujourd'hui, le président camerounais réussit ce challenge-là, à donner satisfaction à une certaine majorité, pas la grande, parce que pas toute la majorité, c'est-à-dire à une certaine majorité, arrive à donner satisfaction au niveau des populations, au niveau de la base, au niveau des institutions, au niveau même de l'opinion internationale, au niveau des garanties de la diplomatie internationale, et qui permettent en sorte que, un, on n'arrive pas à déstabiliser le Cameroun. Deux, le Cameroun arrive à être original dans son processus de développement, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit tout ce que vous avez pu citer. Et pour rebondir tout à l'heure au rebondissement de mon coparéliste qui disait que ce n'est pas un exploit de recevoir ces deux grands dirigeants du monde que j'ai cités. J'aurais bien voulu qu'il me prenne des exemples de dirigeants qui... Ce n'est pas un problème, il faut avoir une certaine crédibilité. Le pape était en RCA aussi, c'est pas pour autant que c'est un grand pays. Hein. Non, moi je parle des faits, je ne vais pas dans les comparaisons. Je suis fier de savoir, il y a des pays qui sont plus même croyants que le Cameroun, qui ont bien voulu recevoir ces dirigeants-là, mais qui n'ont jamais reçu. La reine d'Angleterre n'est jamais allée dans tous les pays du Commonwealth. Je suis désolé. Il y en a qui sont créés bien après. Donc ce n'est pas un critère d'évaluation. Moi, je me contente. Je ne viens pas ici là pour pouvoir prendre les propos de mon copain, pour pouvoir déconstruire, parce qu'on déconstruit. C'est le Cameroun dont on parle. On ne parle pas d'un parti politique. Nous sommes en train de parler de la diplomatie camerounaise et non la diplomatie du RDPC. Il faut pouvoir faire la comparaison. Donc lorsque je viens pour débattre sur les sujets du Cameroun, vous allez parler du rayonnement de la diplomatie camerounaise, vous allez parler du rayonnement du RDPC. Vous allez parler du rayonnement de la diplomatie camerounaise. Et tout ce qui contribue à construire l'identité, la vision du Cameroun. Oui, nous pouvons avoir des problèmes internes, mais le débat n'est pas... Mais c'est son droit aussi de relever les faiblesses de cette diplomatie, non? Mais je dis, il ne faut pas relever les faits qui ne contribuent en rien dans le débat, qui ne construisent en rien. Nous avons de nombreux auditeurs qui nous suivent partout dans le monde. Il y en a qui veulent ce message d'espoir-là. Il y en a qui n'attendent que ça pour croire, pour voir qu'est-ce que le Cameroun... Moi, avant de parler international, je maîtrise le Cameroun. Les 10 régions du Cameroun, je les connais. Les 58 départements, j'en connais au moins une quarantaine. Alors justement, on a une situation qui prévaut dans les régions anglophones du Cameroun depuis 4 ans environ. Ceux qui sont à l'origine ou alors qui, depuis l'étranger, alimentent ces foyers de rébellion, ces foyers sécessionnistes sur place ici au Cameroun sont identifiés. On sait où ils vivent, dans quels pays ils vivent. Le Cameroun, depuis des années, demande quand même à ces pays de les leur livrer. Mais ça n'a pas encore été chose faite. Oui, n'est-ce pas là aussi
des faiblesses de cette diplomatie camerounaise? Non, ce ne sont pas des faiblesses. Le problème les États-Unis identifieraient au Cameroun des citoyens américains qui, depuis le Cameroun, déstabiliseraient les États-Unis et qu'ils n'obtiennent pas du Cameroun de les leur livrer? Sylvestre, n'allons pas vite en besoin. Les États-Unis, c'est plus de 400 ans de démocratie, d'évolution d'une nation. La nation camerounaise, nous sommes à peine à 60 ans de démocratie. Lorsque le Cameroun aura ne serait-ce 100 ans de démocratie, de son évolution politique, les États-Unis ne parleraient pas devant le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter que l'évolution, quand vous regardez l'évolution de l'État Cameroun, nous n'allons pas faire des comparaisons avec les autres. Les États-Unis restent les États-Unis. Ils ont une force de frappe qui peut permettre que si au Cameroun, ils ont quelqu'un qui soupçonne d'avoir contribué à la destruction des 2 tours jumelles du Wall Street, ils ont la capacité, la puissance militaire, la puissance intellectuelle, la puissance de renseignement pour pouvoir venir mettre la main. D'ailleurs, j'ai flirté un peu avec la diplomatie dans certains couloirs, dans mes différents voyages. Vous n'avez qu'à voir lorsque vous atterrissez dans des aéroports. Les passeports ne sont pas traités de même. Un passeport de l'Union européenne, un passeport américain, vous ne vous avez rien. Mais le reste, c'est là, vous avez votre rang et on vous passe au pain fin. C'est un message. Quand est-ce que l'Afrique arriverait aussi à atterrir dans un aéroport hors de l'Afrique et avoir ce traitement privilégié? L'une des victoires camerounaises de sa diplomatie, peut-être que vous pouvez relever, c'est par exemple d'avoir obtenu du Nigeria la livraison de ces Ayuk Tabe et les autres. J'ai pris cet exemple-là pour vous montrer l'efficacité. La diplomatie camerounaise, elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas de tambour. Elle est efficace. Et même revenant sur la crise anglophone, je pense que si nous avons connu cette escalade jusqu'ici, ceux qui ont financé, ceux qui ont planifié cela au départ, n'avaient pas donné aussi 4 ans de résistance que le Cameroun soit encore debout. C'est quelque chose qui allait passer dans 1 mois, 2 semaines, là, le Cameroun tombait. On a vu des puissances tomber, on a vu certaines, les printemps arabes et tout, on a vu Kadhafi qui était un modèle, on a vu comment est-ce qu'il est tombé. Le Cameroun n'était pas loin, après la Libye, c'était prévu le Cameroun. Mais jusqu'ici, depuis 2010, le Cameroun tient. Par quelle magie? Par la volonté peut-être des du peuple. Citoyens, voilà, par la volonté du peuple des citoyens camerounais. C'est pour ça que le Cameroun tombe. Personne n'arrive à étudier comment faire pour renverser le Cameroun. Il faut le dire. Et ce n'est pas du fait de Paul Biya ou du RDPC. Ce n'est pas d'abord la volonté du peuple camerounais qui est constitué des différents fils et filles de cette nation. Et vous allez voir que dans notre brassage culturel, vous allez voir que de plus en plus, il y a des brassages culturels dont on ne peut pas expliquer. L'autre est du centre, l'autre est du nord, mais ils arrivent tellement à avoir une certaine harmonie où des enfants naissent des familles, se tissent des liens, et on n'arrive pas à comprendre. Quand tu viens par là, l'autre, non, le gars Yaoundé là, il ne faut pas t'accorder avec le gars Bassa là, ou ne peut pas t'accorder avec le gars Bamileke là, mais finalement, c'est des très bons amis. Voilà la culture camerounaise. Elle est unique presque dans le monde. Et ça fait en sorte que quand on planifie un pétard mouillé comme celui de la crise anglophone, oui, il y a eu beaucoup de morts. Et oui, il y a eu nos forces militaires, l'autre ont perdu, l'armée camerounaise a perdu, on a perdu en matériel, en hommes, en termes d'argent. Vous qualifiez la crise anglophone de pétard mouillé? Non, c'est un pétard mouillé par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. On ne peut pas faire des homosexuels sans casser les œufs. Oui, il y a eu des morts d'hommes, mais cela va être... Mais c'est plutôt dans le régime qu'on avait simplifié cette affaire au départ. Hein? Oui, le régime... C'est au départ qu'on avait qualifié cela pétard mouillé, mais aujourd'hui on voit que... Aujourd'hui on parle de guerre. Le même gouvernement parle de guerre. Il n'y a pas de guerre. Le même gouvernement beaucoup de membres du gouvernement parlent de guerre dans le nord et le sud aujourd'hui. Et on dit que cette guerre prend beaucoup d'argent. Nous sommes dans une situation où le rôle de l'État, il faut pouvoir le mentionner. Le rôle de l'État, c'est quoi, Sylvestre? Un État, tout État au monde. L'État Cameroun. 3 principaux rôles. L'État accompagne, l'État régule, l'État facilite. Voilà les rôles de l'État. Et dans cette crise que nous avons vécue, l'État n'a fait que protéger les biens et les personnes.
Et ce que nous avons vécu en face, qu'on appelle guerre, des sorties sporadiques, des kidnappages et autres, nous avons affaire à des bandits, il faut le dire ici. C'est des bouscutules, les enfants camerounais qui ont choisi un autre métier qui est celui d'agresser, d'arnaquer, de taxer. Nous sommes en face à une nébuleuse asymétrique dont on ne maîtrise pas. C'est des fils et des filles camerounais qui sont dans la population, qui sont dans les foules, qui sont dans les maisons, qui sont dans les quartiers, qui sont dans les villes, et donc qui n'ont pas écrit sur leur face, ils ne portent pas un cri pour savoir que voilà l'adversaire. C'est de ça qu'il est question. Il est donc question aujourd'hui de la collaboration de ces nombreux milliers de populations pour leur dire non, l'État ne peut pas faire le miracle. Aucun État au monde ne peut pas affronter, ne peut pas apporter une solution à une crise comme celle-là. Les plus grands États au monde sont les États où la population a pris conscience que pour que cet État vive, pour que nous vivons en paix, en harmonie, je dois être le premier agent de renseignement de ma localité. C'est-à-dire que quand je vois que Sylvestre, qui est mon voisin, Sylvestre, là, il ne travaille pas, c'est un chômeur, mais je vois chaque jour, il change telle voiture, il fait ceci, il fait cela. Je dois en informer les autorités compétentes pour qu'ils puissent regarder que, mais il fait même quoi? Il vend l'agro, c'est quoi? Est-ce qu'il veut... Pour qu'on puisse vérifier la traçabilité et le rythme de vie de tout un chacun pour contribuer à l'apaisement de tous. Et ce qui se passe donc dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est que ces bandits ont des maisons, ont des villages, ont des foyers, ont femmes et enfants, oncles, cousins et autres, et vivent dans cette localité. Et ils deviennent comme des patrons qui alimentent, qui protègent et qui nourrissent ces populations-là. Et on s'est donc retrouvé dans un cadre comme celui-ci. Nous sommes à Bonapuiso. Les groupuscules enfants de Bonapuiso partent à quoi? Partent attaquer Sedakwa, récupèrent le butin là-bas et ramènent à Bonapuiso. Ceux de Ndokoti partent aussi, font des gaffes. Ils partent peut-être à Bonadjo, ils partent commettre des gaffes et autres. Et maintenant, les groupes se sont donc formés de part et d'autre. Et l'armée camerounaise républicaine, celle qui est là pour défendre les hommes et les biens, se retrouve donc en train de protéger et les bandits d'Akwa, et les territoires d'Akwa, de Bali, de Bonadjo, pour que cela ne dégénère pas. Et parfois, ils subissent ces attaques-là. Il faut le dire de manière claire. D'accord. Et maintenant, on a eu aussi accusé cette armée-là de pouvoir commettre des actions. Mais ce qu'on ne souligne pas, c'est que parfois, ces petits bandits ont réussi l'exploit de pouvoir attaquer ces groupes-là. Et ils ont pris leur crédit. Oui, c'est ça. Ils ont pris leur crédit. Et la population, n'ayant pas le distinguo de la vraie armée et de la fausse armée, se sont dit qu'ils sont attaqués par l'armée camerounaise. Alors, Frédéric Amdoum, est-ce que vous avez l'impression qu'au Cameroun, on prend tout de même conscience, la diplomatie camerounaise prend conscience du fait que le monde évolue et s'adapte à cette évolution du monde? Une fois de plus, je vais revenir sur ce que le grand frère a dit. Il a si bien dit. Des millions de personnes nous écoutent. Et je crois que lorsque vous traitez des personnes comme ceux que nous voyons du côté du Nozo, de bandits, ça veut dire les bandits. Avez-vous vu les corps qui étaient étalés à Ekondo Titi? Est-ce que vous avez vu ce qui s'était passé à Kumba? Est-ce que vous avez vu ce qui avait eu à l'université de Boya? Est-ce que vous avez vu ce qui s'était passé à la petite fille à Moliko? Si vous traitez cette personne-là de bandit, ça montre à quel point vous ne pouvez pas prendre cette chose au sérieux. Si vous traitez les personnes qui sont en face de vous, qui tuent même les militaires camerounais, qui tuent les policiers et les gendarmes, si vous traitez ces personnes de bandits, alors vous avez fait fort. Parce que lorsqu'on prend l'adversaire au sérieux, alors on prend la crise au sérieux et on prend des dispositions sérieuses afin d'améliorer la situation de la zone en question. Maintenant, pour ce qui est de votre question, évidemment, je ne vais pas tirer sur l'état du Cameroun. En ce qui concerne la diplomatie, ils savent bien que les choses évoluent. Et nous voyons bien que les dirigeants camerounais essayent de faire leur maximum pour que, à chaque fois, l'image du Cameroun soit revalorisée. Que ce soit de manière positive ou négative, mais vous allez voir, même quand il s'agit de la crise anglophone, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a une bavure, comme nous avons vu à Gabu, et même s'il y a 50 morts, l'État du Cameroun se bat pour sortir un communiqué pour nous dire qu'il y a 5 morts. C'est de cette façon-là que nous voyons le Cameroun briller. Nous n'allons pas dire que nous sommes en train de peindre le Cameroun en noir, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi dire la vérité. Il ne faut pas dire des choses parce qu'on veut plaire à ceux qui nous écoutent, mais il faut dire la vérité telle qu'elle est afin de donner plus de connaissances à ceux qui nous écoutent. Et je vais vous dire, je suis toujours sur cette question de la conception du président Paul Biya lorsqu'on dit mendiant de la paix. Je ne sais pas, mais ça me fait mal lorsqu'on dit que le président c'est un mendiant de la paix.
Parce que, vous savez, peut-être à mon jeune âge, depuis ma naissance, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu, donc je ne vois pas le Cameroun qui est stable. Depuis que je suis né, j'ai entendu parler des crises de 2008. Ensuite, ensuite, il y avait Boko Haram, il y a la crise anglophone, il y a les rebelles du côté de l'Est. Après, on vient nous dire, mangeant de la paix. Est-ce que vous avez vu le président Ayodhya en 1971, lorsqu'il était allé rencontrer le fond de Sceaux pour parler en vue de la conférence de Fumba de 1972? Mais dans ce cas, nous avons affaire à quelqu'un qu'en 5 ans, de 2016 à 2000, parce qu'il faut rappeler, moi j'étais à l'université de Bouya en 2016 lorsque cette chose avait commencé, j'avais même grévé. Donc, nous avons affaire à une personne qui depuis 5 ans... Vous faites partie des étudiants qui avaient été copieusement bastonnés? Oui, par la police camerounaise. D'ailleurs, c'est ça qui m'avait fait entrer en politique. Maintenant, ce qu'il faut savoir... Parce que c'était là le début, hein, le début de cette crise-là. Non, je ne vais pas... Ne dites pas que nous, les étudiants, nous avons... Non, ça fait partie. Parce que ça fait suite au mouvement, aux revendications des socioprofessionnels. Donnez peut-être le mérite aux avocats. Aux enseignants. Aux avocats. Je vais prendre le cas d'Agbo Bala et d'autres, mais ne nous donnez pas le mérite. Nous, on ne grévait que pour nos réclamations. Maintenant, je chute en disant, lorsqu'il s'agit du président Pouba, depuis 5 ans que la situation perdure dans le Nozo, mais qu'on vient de trouver un représentant du RDPC sur ce plateau nous dit que le Cameroun est debout, ça me fait mal, parce que c'est plus de 10 000 emplois perdus à la CDC. C'est près de la majorité des étudiants francophones qui ont dégagé cette zone. C'est les entreprises qui ont été fermées. Ce sont des Camerounais qui sont morts. Et quand on vient nous dire que le Cameroun est toujours debout, c'est-à-dire nous sommes debout. Nous ne pouvons pas être debout lorsque nous avons des morts, autant de morts. Je vous rappelle qu'il y a le marché de Kouanam encore brûlé. On ne sait pas encore s'il y a eu quelques morts. Et donc, quand je suis sur ce plateau, le grand frère, parce que c'est un grand frère, quand je suis le grand frère, ce plateau nous dit que le Cameroun est resté debout. Ça me fait mal. Si Douala est debout, je n'ai pas envie qu'ils me disent, comme on dit souvent, tant qu'il y a un des respire, le Cameroun vit. Ce n'est pas ça, le Cameroun n'est pas debout. C'est vrai qu'il y a des crises dans des régions, l'extrême nord, le sud-ouest, le nord-ouest, et c'est pour autant que le Cameroun est à genoux. Non, je n'ai pas dit que le Cameroun est à genoux, mais ne dites pas que le Cameroun est debout. Vous ne pouvez pas dire qu'avec cette crise, la crise du nord-ouest, la crise qui s'est sévit du côté de Boko Haram, à l'est nous avons des crises, vous nous dites que le Cameroun est debout. Peut-être le Cameroun n'est pas à genoux, mais il faut savoir que le Cameroun n'est plus debout, que ce soit sur un point de vue économique. Est-ce que vous avez vu le montant qui a été élucidé là-bas à l'Assemblée nationale pour la reconstruction du Nozo? Est-ce que vous avez vu le montant? Il nous dit que le Cameroun est debout. Quand nous sommes conscients et nous voyons le nombre de milliards qui doivent être dépensés pour cette histoire du Nozo, vous nous dites que le Cameroun est debout. Vraiment, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup plus de respect pour les personnes qui nous écoutent. César, pour sortir. Je réitère, le Cameroun est... Vive la diplomatie camerounaise. Vive la diplomatie camerounaise. Tout ce que nous pouvons souhaiter, qu'elle soit de plus en plus active, proactive. Le Cameroun reste debout, malgré ces milliers de morts, ces nombreux morts, dont j'en compte dans ma famille. Et voyez-vous, cette crise aujourd'hui, j'ai mes nièces et mes neveux avec moi, j'ai des frères qui ont épousé des filles de ce côté-là, et j'ai des sœurs qui ont épousé des fils de ce côté-là. C'est ma famille. Donc quand je viens parler de la crise anglophone, je ne parle pas de quelque chose que je vis à distance, je parle de quelque chose que je vis. Donc vous permettrez que je réitère, que je réassure les Camerounais que le Cameroun est debout. Malgré tout, ces fils et filles de ces deux régions-là, 99 sont accueillis où? Sont accueillis dans ces zones, dans ces autres 8 régions. Comment ne pas croire que le Cameroun est debout? On se serait attendu que ce soit une guerre entre ethnies, entre communautés, entre non. Et les populations ont pris conscience. Tout ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir collaborer avec les pouvoirs publics pour dénoncer leurs frères, leurs amis, leurs femmes, leurs pères, leurs oncles, leurs tontons, leurs cousins qui, du jour au lendemain, ont pris goût à cette sale bêtise de guerre, entre parenthèses. Toujours est-il que le Cameroun perd ses enfants, qui certains ont perdu la raison, sont entrés dans la brousse, ont porté des armes. Le Cameroun perd la confiance
de ces populations qui ne demandaient qu'à vivre en sécurité, en toute harmonie avec les villages voisins, les quartiers voisins et autres. Le Cameroun est aujourd'hui en train de reconstruire au niveau égal, bien évidemment, votre participation, les médias, est vivement souhaitée parce qu'il faudrait aussi comprendre que cette guerre a beaucoup vécu une guerre de communication. Il y a une certaine presse qui n'a pas beaucoup et qui n'aide pas beaucoup. Il faut pouvoir aller dans la construction des mentalités, du message qu'il faut passer aux uns aux autres. Nous ne sommes pas en guerre contre nous. Oui, nous avons certains compatriotes qui ont pensé que c'était possible de pouvoir s'exprimer autrement en portant les armes, mais ils comprennent aujourd'hui que c'est peine perdue, qu'ils reviennent. D'ailleurs, l'État leur a tendu la main. L'État a créé de désarmement et autres réarmements et réinsertion. Vivement que ceux-là qui ont même accepté de déposer les armes, qu'on trouve des solutions pour les réinsérer dans notre société. C'est de ça, c'est les priorités. C'est ce qu'il faut pouvoir dire. Nous ne sommes pas là pour dire que tout marche bien, mais nous disons malgré tout, le Cameroun est debout. Et vivement que les préoccupations des uns et des autres puissent être prises encore, parce qu'on aurait eu ces mêmes sécessionnistes, ces mêmes bandits dans tous les 8 autres régions. Mais certainement, ils n'ont pas eu le courage et la force que ceux-là ont eu. Aujourd'hui, il y a un cadre qui est mis maintenant sur pied pour que les... D'ailleurs, vous avez sur les revendications de l'Assemblée nationale de ressortissants de l'extrême nord qui disaient est-ce qu'il est normal aujourd'hui que malgré avec tout ce qu'on a vécu à Boko Haram et autres, mais que les enfants de l'extrême nord, vous voyez comment les revendiquer. Et chacun va le dire, le centre va le dire, le sud va le dire, l'est va le dire, ainsi de suite. Et il est important qu'on revienne à l'égalité. Merci à vous, César Honoré Ngomo. Merci à Freddy Kamdouma qui... vous permettez, je voulais souhaiter joyeux anniversaire à ma fille. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Ngomo Ouyeng Césaire fête ses 1 an de plus aujourd'hui. Elle a 6 ans aujourd'hui. Vraiment, je m'en voudrais si je ne lui avais pas souhaité cet anniversaire. Eh bien, joyeux anniversaire à la fille de papa. Merci à vous, Freddy Kamdoum, également, d'avoir été là ce matin. Merci à Crepenziwa qui était à la réalisation. Mesdames et messieurs, cette édition du Train d'Audace s'achève. Rendez-vous aussi peut-être à Dieu demain, lorsqu'il sera 6h30. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.